Bonjour, Monsieur le Président, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous hier et aujourd'hui lors de ces 11e journées de l'International et de l'Outre-mer et vraiment très honoré d'être derrière ce pupitre ce matin pour vous parler de la Syrie. Je suis syrien de la ville d'Alep. Je suis médecin gastro-entérologue, chevalier de l'Ordre de Malte et le fondateur et le leader d'une association chrétienne qui s'appelle les Maristes Bleus. Avec les Maristes Bleus, nous avons essayé pendant toutes ces années de guerre de soutenir la population civile d'Alep, de l'aider à survivre, de la rendre un peu moins malheureuse et d'essayer de semer l'espérance. Je ne veux pas vous parler aujourd'hui des Maristes Bleus parce que ce serait trop long. Je vais vous parler de la Syrie et de temps en temps des Maristes Bleus. Alors, pour parler de la Syrie, je vais vous parler d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. Avant-hier, c'était avant la guerre. Hier, c'était pendant les années de guerre et la situation actuelle. Donc, la Syrie, juste pour la situer, se trouve donc à l'est de la Méditerranée. Pour parler de la Syrie d'antan, j'aurais bien voulu vous dire, comme dans les contes pour enfants, il était une fois un très beau pays, sûr, stable, paisible et prospère. Et je vous assure que tous ceux qui sont venus visiter la Syrie en touriste avant 2011 se promettaient d'y revenir. Alors nous avons comme voisins en Syrie la Turquie au nord, l'Irak, la Jordanie, la Terre Sainte et Israël, le Liban et la Méditerranée. La capitale de la Syrie est Damas et la deuxième ville de la Syrie est Alep, au nord. C'est la capitale économique de la Syrie, enfin plutôt c'était la capitale économique de la Syrie avant la guerre. Depuis, toute l'industrie qui se trouvait à Alep a été soit incendiée, soit détruite, soit volée, et les machines démontées et envoyées en Turquie. La superficie de la Syrie fait 185 000 km² et la population de la Syrie est de 23 millions d'habitants. La Syrie est une mosaïque de religions. Il y a 70% de musulmans sunnites, il y a 5 à 8% de chrétiens, ou plutôt il y avait 5 à 8% de chrétiens. Il y a les chiites, c'est-à-dire les musulmans qui sont majoritaires en Iran et au Liban. Nous avons des Druzes, des Alaouites, des Ismaélites, les adeptes de l'Aga Khan. On a des Yézidis aussi en Syrie. Et pour les chrétiens, il y a de nombreux rites, de nombreuses églises. Nous avons 6 églises catholiques, dont l'église latine, et 5 églises orientales catholiques. Nous avons 3 églises orthodoxes et 2 églises protestantes. Donc, on a 11 rites chrétiens. La Syrie est une mosaïque d'ethnies. C'était le pays de l'hospitalité. À part les Syriens, nous avons accueilli les Palestiniens après l'indépendance d'Israël en 1948. Nous avons accueilli des Kurdes qui fuyaient les persécutions en Turquie. Nous avons accueilli les Arméniens qui ont fui le génocide de 1915 de la Turquie. Nous avons accueilli des Turkmènes. Nous avons accueilli des Assyriens, des chrétiens assyriens qui ont fui l'Irak en 1932. Et nous avons accueilli des Tcherkesses qui ont fui les républiques musulmanes de la Russie ou de l'ex-Union soviétique à la fin du XIXe siècle à cause des persécutions des tsars. La Syrie aussi est un carrefour des civilisations. Toutes les civilisations sont passées par la Syrie.
qu'elles soient babyloniennes, assyriennes, romaines, byzantines, perses, ottomanes, les croisades islamiques. Et donc, la Syrie est très riche en vestiges archéologiques de toutes ces différentes civilisations. Je tiens à vous dire que le premier alphabet du monde a été trouvé à Ugarit, qui est une petite ville sur le littoral syrien. On a voilà, des vestiges de l'époque assyrienne. Nous avons les vestiges de Palmyre, les plus beaux vestiges de la Syrie. Vous avez sûrement entendu parler de Palmyre quand les barbares de l'État islamique ont dynamité un des deux temples de Palmyre. Et quand ils ont exécuté le directeur des antiquités de Palmyre, qui avait 84 ans, ils l'ont égorgé. Nous avons le très beau Krach des Chevaliers, c'est la plus belle forteresse de l'époque des croisades qui se trouve en Syrie. On a les noriades de Hamas et des roues qui tournent pour irriguer les champs. Et on a les fameux souks. On a les souks d'Alep et les souks de Damas. Les souks d'Alep faisaient 17 km de souks couverts qui ont été malheureusement détruits, incendiés pendant cette guerre. Et puis, la Syrie n'est pas seulement le carrefour des civilisations, mais c'est le berceau du christianisme. Comme vous le savez, Saint Paul a été baptisé par des chrétiens syriens à Damas. Ça, c'est l'église d'Anani, où Anani a baptisé Saint Paul. Et ça, c'est le mur de Saint Paul, il est toujours là à Damas, par lequel Saint Paul a pris la fuite quand il a quitté Damas. Vous savez que Saint Luc, qui était médecin d'Antioche, et Antioche a toujours été une ville syrienne jusqu'à ce que la France l'ait cédée à la Turquie en 1939. La France était puissance mandataire sur la Syrie de 1920 à 1946. Et en 1939, pour gagner les faveurs de la Turquie et l'empêcher de faire alliance avec l'Allemagne pour la Deuxième Guerre mondiale, la France a cédé une partie du territoire syrien qui s'appelle le Sanjak d'Alexandrette, où il y a la ville d'Antioche. Mais de tout temps, Antioche faisait partie de la Syrie. Elle était même la capitale de la province romaine de Syrie du temps de Jésus. Et Saint Luc, donc, qui était un médecin d'Antioche, nous dit dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, c'est à Antioche que les disciples du Christ furent appelés chrétiens pour la première fois. C'est chez nous où les chrétiens ont été appelés chrétiens pour la première fois. Et c'est d'Antioche que Saint Paul a fait ses 3 grands voyages pour convertir les gentils, les non-juifs. Donc c'est à partir de chez nous. Vous savez que le premier concile œcuménique a eu lieu à Nicée en 325. Et c'est pendant ce concile que le credo que nous prions jusqu'à maintenant a été adopté. Et ce concile a été présidé par l'empereur Constantin, qui avait à ses côtés le patriarche d'Antioche, Eustasius. Lors de ce concile œcuménique le premier, il y avait 19 évêques syriens. Toutes les villes syriennes étaient représentées sauf Alep. Et pourquoi? Parce que Eustasius, avant qu'il ne soit élu patriarche d'Antioche, était l'évêque d'Alep. Et quand le concile a eu lieu, le siège d'Alep était encore vacant. Donc c'est l'ex-évêque d'Alep qui a présidé avec Constantin le premier concile œcuménique où le credo que nous récitons maintenant a été adopté. Donc c'est vraiment le berceau du christianisme. Et c'est vraiment dommage que la Syrie soit maintenant dépeuplée des chrétiens alors que c'est le berceau du christianisme. Alors nous avons, là je vous montre l'image d'une très célèbre basilique, la basilique de Saint-Siméon le Stylite. Dans le temps, il y avait des gens, des moines, qui vivaient sur des colonnes. On les appelait les stylites. Le plus fameux, c'est Saint-Siméon. Cette basilique se trouve à 30 km d'Alep, où Saint-Siméon a vécu 42 ans sur une colonne de 18 mètres. Bien sûr, enfin, la colonne avait un rayon de 1 mètre, mais sur laquelle il y avait une plateforme de 2 mètres sur 2. Mais il a passé quand même 42 ans sur une plateforme, sous les intempéries, la pluie, parfois la neige,
et en été, sous un soleil de 40 degrés, à prêcher et à prier. Et on a encore les mémoires d'un évêque de la ville de Sire, qui est une ville maintenant à la frontière de la Turquie, où l'évêque est allé rendre visite à Saint-Siméon, puis il l'a vu prier, il a commencé à compter les génuflexions que faisait Saint-Siméon. C'est l'évêque qui le raconte dans son livre, quand il est arrivé à compter jusqu'à 1250 fois, il a arrêté. Et Saint-Siméon continuait à faire des génuflexions. Bon, et Saint-Siméon était connu aussi en France parce qu'il avait correspondu avec Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Et on a encore la correspondance de Saint-Siméon avec Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Là, je vous montre un autre monastère, le monastère de Sednaya, qui est près de Damas, qui date du IVe siècle et qui est toujours en fonction. Je vous montre là Ma'loula, qui est un village chrétien de la Syrie, au milieu de la Syrie, où les habitants parlent encore l'araméen, la langue du Christ. Du temps du Christ, les Juifs de Palestine ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient l'araméen. Et dans ce village de Ma'loula, les gens continuent à parler l'araméen. Et ce village a été occupé par Daesh. Il y a 2 anciens monastères à Ma'loula qui datent du 3e, 4e siècle, qui ont été partiellement détruits, puis l'armée syrienne a libéré Ma'loula et les gens sont revenus, les chrétiens sont revenus à Ma'loula. La Syrie était et toujours un État laïque. Il n'y a pas de religion officielle dans la Constitution. C'est le seul État laïque de la région. Le Liban est un État confessionnel. Le président de la République doit être maronite, chrétien maronite, le Premier ministre doit être sunnite, etc. En Irak, en Jordanie, en Égypte, l'islam est la religion officielle inscrite dans la Constitution. Chez nous, en Syrie, c'est le seul État laïque où il n'est pas fait mention d'islam dans la Constitution. La seule mention, c'est que le président de la République doit être musulman. Sinon, il n'y a pas de mention que l'islam est la religion officielle, que la charia est la source de la loi syrienne. Il n'y a pas ça. Nous sommes un État laïque. Toutes les religions sont respectées et tous les citoyens ont les mêmes droits. Je vous montre là l'image prise à Alep. On voit là à l'arrière-plan la citadelle d'Alep. On voit là la plus grande mosquée d'Alep aux 4 minarets. Et juste à côté, à 20 mètres, il y a la plus grande cathédrale d'Alep, qui est la cathédrale Saint-Georges. Donc, chrétiens et musulmans vivaient en harmonie en Syrie, sans aucun problème. Et d'ailleurs, tous les Syriens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, revendiquaient d'abord leur appartenance à leur pays avant leur appartenance confessionnelle. Les gens ne disaient pas « je suis chrétien », ils disaient « je suis syrien, chrétien, je suis syrien, musulman, chiite, etc. » Et je vous montre cette photo pour vous dire que vraiment on était en avance. Déjà en 1950, on avait une équipe de football. Vous venez d'organiser les championnats mondiaux à Lyon de football féminin. Ben, nous avions notre équipe nationale dès 1950. La femme avait le droit de voter en Syrie depuis 1945. Quand on pense que certains pays rétrogrades qui ont dès le premier jour appuyé les rebelles, entre guillemets, pour nous amener la démocratie, quand on pense que ces gens-là ont accordé le droit à une femme de conduire une voiture uniquement l'année passée, et que nous, il y a 70 ans, on avait déjà une équipe féminine, ben, il faut vraiment regarder les choses en face. Donc la Syrie était stable, était sûre, c'était le pays où il y avait le moins de criminalité dans le monde, et était relativement prospère, surtout dans les 10-15 dernières années avant le début de la guerre, avant 2011. Je vous montre une image de l'opéra de Damas, le campus de l'université d'Alep qui compte 80 000 étudiants, une image d'Alep by night. On a de très belles plages. Donc c'était vraiment un très beau pays avant que des puissances des ténèbres décident de le détruire. Et donc là, en mars 2011, la guerre a commencé en Syrie et s'est propagée peu à peu à toutes les régions de la Syrie. Elle a atteint les environs d'Alep en 2011, mais la guerre n'a commencé vraiment à Alep qu'en juillet 2012, quand les rebelles ont pris le contrôle des quartiers est et sud d'Alep.
Ça, c'est la ville d'Alep. Donc, les quartiers est et sud ont été occupés par les rebelles en juillet 2011. En juillet 2012. Et ça, c'est Alep ouest. Vous avez entendu parler d'Alep est, Alep ouest pendant toute la durée de la guerre, mais en fait, cette division n'a jamais existé. Il n'y avait jamais eu d'Alep est et ouest. C'était une seule ville. Et elle est maintenant de nouveau réunifiée. Mais les quartiers est et sud ont été occupés par les rebelles. Et en une semaine, il y a 500 000 personnes qui ont fui les quartiers est d'Alep pour venir prendre refuge dans les quartiers ouest, là où nous vivons, parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous le contrôle des rebelles. Enfin, les rebelles, c'est-à-dire les islamistes, les barbares, etc. Alors donc, dans vos médias, vous avez surtout entendu parler des souffrances des habitants d'Alep-Est, parce que vos médias ne rapportaient que ce que faisait l'armée syrienne contre, entre guillemets, ses concitoyens. Donc voilà, l'armée syrienne bombardait les gens d'Alep-Est, les raids aériens de l'aviation syrienne faisaient des dégâts à Alep-Est. Mais vos médias ne parlaient pas du tout des souffrances des habitants d'Alep-Ouest. Nous étions, avant la guerre, 3 millions d'habitants à Alep. Pendant la guerre, il y avait 1,5 million à Alep-Ouest, 200 000 à Alep-Est. 200 000 parce que les gens avaient pris la fuite. Bon. Et alors, si vous revenez à tous vos médias, que ce soit journaux, magazines, etc., 90% des nouvelles d'Alep-Est ou de la Syrie provenaient d'une seule source, l'OSDH. Selon l'OSDH, il y a eu 100 morts selon l'OSDH. Et l'OSDH s'appelle, un très beau nom, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui, sous un très beau nom, est une officine basée à Londres, financée par les services britanniques pour faire la guerre de l'information, pour faire vraiment de la désinformation. Et vous avez été désinformés pendant des années sur la Syrie. Donc, les médias parlaient tout le temps d'Alep-Est, mais nous, pendant 5 ans, jusqu'à la libération d'Alep en décembre 2016, nous recevions tous les jours à Alep-Ouest, tous les jours des bombardements, soit par des mortiers, comme là, soit par des bonbonnes de gaz remplies d'explosifs et de clous. Et donc, ils ont même fait des canons pour lancer ces bonbonnes de gaz. Alors, que faisaient ces bonbonnes de gaz? Elles ne détruisaient pas des immeubles, elles faisaient des trous dans les murs ou des trous dans la chaussée, mais alors elles envoyaient leurs clous un peu partout et donc faisaient des dégâts humains très considérables. Et tous les jours, on avait des tués et des blessés à Alep-Ouest à cause de ces bonbonnes de gaz et de ces mortiers. Donc il y a eu plein de destructions. Là, je vous montre autour de la citadelle. La citadelle est là. Ça, c'était l'hôtel de ville d'Alep, l'ancien sérail, qui a été détruit. Je vous montre quelques images des destructions d'Alep. Ça, c'est la plus grande mosquée à Alep, la plus ancienne. Ce minaret est le plus beau de tout le Moyen-Orient. Il date du XIIIe siècle. Il est par terre. Je vous ai parlé des souks d'Alep qui étaient une merveille du monde. Ils ont été brûlés ou incendiés. Voilà une des entrées du souk. Je vous montre là les souks avant la guerre et les souks après la guerre. Non seulement on a reçu plein de roquettes et de bonbonnes de gaz et beaucoup de destruction, mais les structures médicales ont été détruites. Dans vos médias, on a beaucoup parlé du dernier hôpital d'Alep. C'était le dernier hôpital d'Alep-Est, ce qui n'était pas vrai parce qu'il y avait 7 hôpitaux à Alep-Est et ils sont toujours là debout. Mais dans vos médias, en novembre 2016, on a parlé que le dernier hôpital d'Alep-Est a été détruit, ce qui n'est pas vrai. Par contre, on avait un très grand hôpital ophtalmologique, un très grand hôpital pédiatrique qui avait fini d'être bâti en 2009 et l'un a servi de QG, de quartier général aux islamistes, et l'autre a servi de prison. Et ils sont détruits. Un des 2 plus grands hôpitaux d'Alep, c'est l'hôpital Al-Kindi. C'était le plus grand centre de traitement oncologique, enfin de traitement de maladies cancéreuses à Alep. Les rebelles l'ont
l'ont pris d'assaut en 2012. Ils l'ont brûlé après avoir démonté tous les appareils en 2013 et ils l'ont dynamité, et voilà ce qui en reste en 2014. Ça, c'était l'hôpital Kendi. Et là, en 2016, quand il y a eu le siège d'Alep pour libérer Alep, je regardais une de vos chaînes d'infos sur ma télévision, et puis le reporter dit, voilà, les raids aériens de l'armée syrienne ont détruit un des grands hôpitaux d'Alep, et il montre les images de l'hôpital Kendi, en novembre 2016, alors qu'il avait été détruit déjà en 2014 par les rebelles. Alors, l'hôpital où je travaille, qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis, qui est une clinique privée qui appartient à une congrégation de religieuses, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, fondée par une religieuse française de Gaillac, a reçu aussi son lot de mortiers et d'obus. Heureusement, tous n'ont pas explosé. Voilà, c'était la supérieure de l'hôpital, Sœur Marguerite, avec des soldats qui transportaient la roquette qui n'a pas explosé. On a un couvent de carmélites où il y a 3 carmélites françaises. Et voilà, ils ont reçu dans leur jardin une très grande fusée qui est plus haute que la taille de la sœur. Et heureusement qu'il n'a pas explosé. C'était la 2e fusée qui tombe dans leur jardin. Alors donc, il y a eu beaucoup de déplacés. En Syrie, 8 millions. À Alep, 500 000. Et donc, nous, les Maristes Bleus, on s'appelait l'Oreille de Dieu. C'est une association que j'avais fondée avec mon épouse et un frère mariste, un frère consacré, mais qui n'est pas prêtre, frère. Aussi, les frères maristes, c'est une congrégation fondée aussi par un prêtre français qui s'appelle Marcelin Champagnat de Saint-Chamond. Et donc, c'est des frères qui sont l'équivalent des frères des écoles chrétiennes pour l'éducation, mais dans la campagne, pour les moins favorisés. Et donc, les frères maristes étaient implantés à Alep depuis 1904. Avec mon épouse et un frère mariste, nous avions fondé en 1986 une association qui s'appelle l'Oreille de Dieu, c'est-à-dire pour entendre les doléances et les cris de souffrance des pauvres, essayer d'apporter de l'aide. Donc, cette association a fonctionné pour aider les plus pauvres parmi les pauvres chrétiens d'Alep de 1986 à 2012. Et quand la guerre a commencé, nous avions un de nos locaux dans le quartier le plus pauvre d'Alep, qui s'appelle Jabal el-Saïdé, la colline de Notre-Dame. Et les déplacés en un jour ont occupé, c'était en juillet, les écoles étaient fermées. Et donc, ces 500 000 où ils voulaient aller, ils ont forcé toutes les écoles privées, publiques d'Alep, ils sont rentrés s'installer. Et ils avaient pris la fuite n'emportant avec eux que les habits qu'ils portaient. C'était en juillet, 40 degrés, sans eau, sans nourriture. Donc, on s'est jeté avec nos volontaires dans les écoles publiques du quartier le plus pauvre. Et pour nous reconnaître parmi la masse de déplacés, on a demandé à tous nos bénévoles de porter des t-shirts bleus. Et donc, quand on arrivait dans ces écoles, les déplacés criaient « Les bleus sont arrivés ». Et donc, on a décidé de changer de nom pour être les Maristes Bleus au lieu d'être l'Oreille de Dieu. Et puis ensuite, bleu, c'est le bleu de Marie, le bleu du ciel, c'est beau. Et donc, voilà, on est devenus les Maristes Bleus. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur les Maristes Bleus, mais depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant, on a aidé la population à survivre, c'est-à-dire les nourrir, les vêtir, les traiter, donner de l'eau parce que l'eau était coupée, éduquer les enfants, instruire les plus grands. Donc nous sommes actuellement 85 bénévoles, nous avons 14 programmes, soit de secours, soit de développement et d'éducation. Et notre devise est justement, c'est vivre la solidarité. Nous ne sommes pas une association de charité, nous sommes une association de solidarité avec les plus démunis et les déplacés. Pour soulager les souffrances, justement, il fallait nourrir, vêtir, traiter, etc. Développer l'humain, c'est ce que nous essayons de faire. Reconstruire l'humain, pas maintenant reconstruire les bâtiments. Et semer l'espérance. Je vous montre juste, pour terminer avec les Maristes Bleus, une des photos qu'on a prises l'année passée, le lundi de Pâques. Voilà, ça c'est le tableau de Marcelin Champagnat, le fondateur des Frères Maristes.
Et comme vous voyez, nous avons aussi des musulmanes et des musulmans avec nous parmi nos bénévoles, quoique nous sommes une association chrétienne. Mais c'est des personnes remarquables qui partagent nos valeurs, notre façon de faire, et donc elles sont avec nous. Alors, ça c'est le frère Maristes qui a fondé avec mon épouse qui est là, et moi, les Maristes Bleus et auparavant l'Oreille de Dieu. Donc on s'est occupé des déplacés dans les écoles. On a d'abord fait la cuisine, puis on a acheté des colis alimentaires. Voilà, puis il fallait les loger dans des caves, dans des appartements. Et il fallait traiter les blessés de guerre. On a débuté un programme qui s'appelle les civils blessés de guerre. Dans ce programme, l'Ordre de Malte nous a aidés financièrement, partiellement, et pour traiter dans la meilleure clinique d'Alep, qui est l'hôpital Saint-Louis que vous voyez là. C'est une clinique payante, les gens doivent payer. Mais on a commencé ce programme de civils blessés de guerre où on traitait dans cette clinique tous les civils blessés de guerre graves, gratuitement, là. Les médecins et les chirurgiens de l'hôpital, pendant toutes ces années, ont fourni leurs soins gratuitement, alors qu'ils devaient quand même eux aussi survivre. Les sœurs de l'hôpital nous ont fait un rabais et nous, les Maristes Bleus, avec l'aide de différentes associations, nous avons assuré la direction et le financement de ce programme. Et je peux vous assurer que nous avons traité des milliers de blessés de guerre atteints par des balles de sniper ou des éclats d'obus, et nous avons sûrement sauvé la vie de centaines de personnes qui, sans nous, seraient mortes. Pourquoi? Parce que quand il y avait des obus qui tombaient, on emmenait les blessés dans les 2 seuls hôpitaux publics qui restaient. Et 70% des médecins et des infirmières d'Alep avaient quitté au début de la guerre Alep. Donc il y avait très peu de personnel. Et le temps pour un blessé grave d'être vu à l'urgence d'un hôpital public, pour être vu, il avait le temps de mourir. Donc on a fait ce programme-là, on a envoyé nos ambulances dans les hôpitaux publics chercher les malades graves chez nous et les soigner. Et c'est tous des malades graves qui étaient atteints au cerveau, au thorax, à l'abdomen, des multiples fractures, qui restaient 2, 3, 4 semaines à l'unité des soins intensifs. Alors vous voyez là, c'est les urgences, vous voyez quand un obus tombe, on a plein de gens, tout le monde court aux urgences pour soigner les blessés. Et donc, quand il n'y a pas de place dans les urgences, on les soignait dans les couloirs, dans les corridors de l'hôpital. Et puis, on a amené les malades graves aux soins intensifs, comme vous voyez ici. Je vous montre l'image de cette petite fille. Elle a été 2 fois atteinte. Ça, c'est à la sortie de l'hôpital, la 2e fois. Elle est restée 3 semaines aux soins intensifs. Elle avait été opérée du crâne parce qu'elle avait reçu des éclats d'obus dans le crâne. Elle avait le bras fracturé. C'était sa 2e atteinte, sa 2e hospitalisation. Je vous montre les jambes de ce malade qui nous est arrivé pesant 30 kilos. Il avait eu des atteintes à l'abdomen, opéré dans un hôpital de campagne, mal opéré. Et puis, quand il est arrivé chez nous, il pesait 30 kilos. On a dû réintervenir, refaire ce qui avait été mal fait. Et maintenant, il pèse 70 kilos, il est en très bonne santé. Cet homme-là a eu un obus dans son appartement. Et il a eu le visage fracturé et brûlé, justement. Maintenant, ceux qui ont le cœur sensible, ferment les yeux. Je vais vous montrer la face de son épouse. Elle a perdu les yeux, le visage. Elle est restée 3 mois à l'hôpital. Maintenant, elle n'a plus le visage de ses yeux. Mais au moins, elle n'est pas aussi défigurée que ce qu'on voit là. Je vous montre l'image de ce petit gosse qui est né malheureusement sans bras et qui a une scoliose et qui vivait avec sa famille dans une petite ville à 1 heure d'Alep. Son papa était soldat, il faisait son service militaire. À propos, l'armée syrienne n'est pas l'armée de Bachar, c'est l'armée de l'État syrien qui est composée de nos enfants, parce que ce n'est pas une armée de professionnels, c'est les gens qui font leur service militaire. Donc, son père faisait son service militaire quand il a été tué près de Damas en 2013.
il est resté avec sa maman et sa sœur dans cette petite ville à 1 heure d'Alep. Et donc, Daesh a occupé cette ville. Et la famille n'en pouvait plus de vivre sous Daesh, c'est des musulmans. Et ils ont décidé de prendre la fuite. Alors, maman, la sœur, lui, est accompagné de l'oncle maternel. Ils ont pris la fuite la nuit à travers champs pour atteindre Alep. Et en prenant la fuite, il y a une mine qui a explosé. L'oncle qui le portait est mort sur le coup. Et lui, il a dû être hospitalisé et amputé des 2 jambes. Alors, né sans bras, avec une scoliose, et maintenant amputé de 2 jambes. Nous l'avons pris en charge, nous avons soigné ses moignons pour qu'il soit appareillé. Nous lui avons mis maintenant des prothèses qu'on a remplacées parce qu'il a grandi. Il a maintenant 9 ans, à l'époque il avait 5 ans. Il joue même au football, en fait, avec ses prothèses des 2 jambes. On essaye d'avoir des relations avec l'Europe et l'Amérique pour voir à quel âge on pourrait peut-être lui mettre des prothèses bioniques pour ses membres supérieurs. On est en relation avec certains centres pour voir quoi faire pour la scoliose. Il n'arrive pas à supporter le corset parce que ça limite ses mouvements. Il n'a pas de bras pour faire l'équilibre. Quand il met le corset, il n'arrive même pas à se mettre debout. Voilà une partie du groupe des médecins de l'hôpital Saint-Louis qui ont soigné les blessés de guerre. Pendant toutes ces années de guerre, on n'avait pas d'électricité parce que les centrales électriques d'Alep étaient du côté rebelle. Et comme ça, par cynisme, ils ont coupé l'électricité. Donc on est resté 3 ans sans électricité. Au début, on n'avait que les bougies. Ça, c'est une des classes de nos enfants avec les bougies. Puis ensuite, il y avait les torches électriques. Et ensuite, on a installé des générateurs, des groupes électrogènes. Maintenant, si vous venez à Alep, vous allez voir chaque 100 mètres un groupe électrogène avec des fils qui pendent partout pour aller dans tous les appartements. Et donc, les gens sont abonnés à la compagnie officielle d'électricité et au groupe électrogène. Parce que maintenant, même après la libération d'Alep, on n'a l'électricité que 2 heures chaque 4 heures. Donc, quand on n'a pas l'électricité officielle, on a l'électricité des générateurs, des groupes électrogènes qui coûtent quand même très cher. Pendant 3 ans, ils nous ont coupé l'eau parce que les bassins de décantation et les stations de pompage étaient du côté est. Ils ont coupé l'eau, comme ça, du jour au lendemain. Et heureusement qu'à Alep, il y avait des puits qui étaient dans les hôpitaux et dans les jardins publics. Les gens se mettaient, tout le monde venait avec sa smalla, les petits enfants portaient des bouteilles, les grands des bidons, pour remplir l'eau, soit des puits, soit de camions citernes qui se mettaient aux bifurcations pour remplir l'eau. Pendant ce temps-là, la municipalité a foré 300 puits à Alep et on est resté 3 ans à avoir l'eau de puits qu'on a foré dans la ville. Et Alep est devenue une gruyère tellement il y a de puits. Et maintenant, quand nos amis de l'ordre de Malfrance sont venus à Alep, ils ont vu que là, il y a un puits, 200 mètres plus loin, il y a un puits. Maintenant, ils ne sont plus en fonction parce que le ravitaillement en eau d'Alep a été rétabli après la libération d'Alep. Et moi, j'avais lancé ce cri-là partout, que c'est un crime contre l'humanité selon la Convention de Genève, article 4, quand on fait subir à une population civile des souffrances inhumaines, c'est un crime contre l'humanité. Et couper l'eau à une population de 1,5 million d'habitants pendant 3 ans, c'est un crime contre l'humanité. Et j'ai ajouté, essayez de rester là à l'intention des Occidentaux, essayez de rester 24 heures sans eau. Essayez une fois pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Nous sommes restés longtemps, ça c'était 20 jours après la coupure d'eau, en été avec 40 degrés à l'ombre. Et donc voilà un puits qui est en train d'être foré sur les trottoirs. C'était pas dans des endroits spécialisés, dans les trottoirs, sur les chaussées. L'important c'est de forer le plus rapidement possible. Et puis on n'avait pas de fuel pendant toutes ces années de guerre. Les gens ont eu froid. Ils ont coupé les arbres. Puis ensuite, ils ont brûlé n'importe quoi. Et moi-même, qui pouvais me permettre d'acheter du fuel au marché noir, parce que je suis quand même, j'ai les moyens, je suis resté 3 ans sans avoir de chauffage. Quand je rentrais à la maison chez moi, je mettais un pull, puis un deuxième pull, puis un manteau ou une robe de chambre, des gants et un bonnet, et je m'installais chez moi. J'ai même eu des problèmes de gelure à 2 doigts.
Donc les gens d'Alep-Ouest ont souffert beaucoup. Mais tout ça n'a pas été rapporté. Et puis on a eu des blocus. On a l'aéroport international d'Alep, qui nous reliait au reste du monde, a été fermé en décembre 2012 parce qu'il était à portée des fusées des rebelles. L'autoroute qui nous reliait au reste du monde a été prise par les rebelles. Et donc, pendant longtemps, on est resté sans pouvoir ni rentrer ni sortir. Finalement, le gouvernement a ouvert une petite route très petite qui contourne les zones rebelles pour arriver jusqu'à Homs et puis aller à Damas ou au Liban, prendre l'avion du Liban, etc. Et cette route est toujours en fonction, et c'est toujours notre cordon ombilical, parce que tout le ravitaillement d'Alep se faisait et se fait toujours par cette route. Et si elle est bloquée, on a la pénurie. Et pendant plusieurs fois pendant la guerre, cette route a été bloquée par les rebelles, et donc plusieurs fois on a eu des pénuries de farine, de pain, de viande, de légumes, de médicaments pendant 2, 3, 4 semaines. Et personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir quand il y avait le blocus d'Alep. Donc là, pour résumer ces années de guerre, M. Arthur a parlé de 500 000 morts, moi mes chiffres sont de 400 000 morts. Il y a 3,5 millions de réfugiés dans les pays limitrophes. Il y a 8 millions de déplacés internes qui ne vivent plus chez elles, mais qui sont toujours en Syrie. Il y a une pauvreté très importante. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 80% des familles ont survécu grâce au panier alimentaire qui était fourni par les diverses ONG, dont la nôtre. Un taux de chômage impressionnant. Il n'y a pas de travail en Syrie. Il y a eu un exode massif de la population, vous en savez quelque chose, surtout en 2015-2016, quand les centaines de milliers sont allés en Allemagne et sont venus en Europe. Mais surtout, il y a un exode terrible des chrétiens. Nous étions avant la guerre 2 millions de chrétiens en Syrie, nous ne sommes plus que 500 000. Alep, qui était considérée la ville chrétienne de Syrie, n'en compte plus que 25 000. Tout rite confondu, orthodoxes, protestants, catholiques, etc. Donc, nous faisons l'impossible pour essayer de garder les gens en Syrie, surtout les chrétiens. Bon, les gens quittent pour diverses raisons, parce qu'ils en ont marre de la guerre, parce qu'ils veulent un meilleur avenir pour leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas faire le service militaire et être tués pendant les combats. Mais il y a aussi des causes économiques, parce que les gens n'arrivent pas à survivre, parce qu'ils ont passé 6 ans à mendier la nourriture, les soins, les vêtements, etc. Ils en ont marre, ils veulent une vie digne. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant à Alep, avec les Maristes Bleus, essayer de trouver un emploi, essayer d'aider les gens à créer leur business pour pouvoir vivre dignement de leur travail et cesser de mendier. Alors donc finalement, en décembre 2016, Alep fut libéré et les terroristes islamistes évacués. On parle souvent des rebelles chez vous, mais déjà 2 ou 3 mois après le début des événements en Syrie, nous, en Syrie, on savait que la majorité des rebelles étaient des islamistes. Monsieur Arthur a parlé tout à l'heure de la constitution du Conseil national syrien. En fait, ce n'est pas les Syriens qui l'ont constitué, c'est les Occidentaux. Quelques mois après le début des événements, ils ont mis à sa tête une personne qui s'appelle Burhan Ghalioun, qui est un professeur d'université à Paris, en France, un Syrien qui a vécu 30 ans en France. Et ce Burhan Ghalioun, il n'y avait même pas 30 personnes qui le connaissaient en Syrie. Alors quand on parle de démocratie, aller constituer un conseil national syrien, mettre à sa tête une personne que personne ne connaît en Syrie, ce n'est pas vraiment de la démocratie. Et ce Burhan Ghalioun a démissionné au bout de quelque temps, et il vient de publier un livre en arabe où il dit « Je me demande comment ils ont pensé à moi que personne ne connaît en Syrie, et moi j'ai démissionné parce que tout de suite, après quelques mois de ce Conseil national syrien, j'ai découvert que 80% des membres de ce Conseil national syrien étaient des frères musulmans. Les frères musulmans, ça c'est les islamistes avant Daesh et avant le Front al-Nusra.
Donc déjà, lui, il est assez honnête pour dire, voilà, j'ai démissionné parce que j'ai découvert que c'était des islamistes. Donc nous, on le savait depuis le début. Et c'est pour cela que nous, quand on est révoltés quand on parle des rebelles, démocrates, etc. Il y en a eu au début, mais très vite, ils ont été remplacés par les islamistes, qui étaient un seul groupe, qui s'est scindé en deux. Un qui s'appelle le Front al-Nusra, qui suit Al-Qaïda, et l'autre, le Daesh, qui veut le califat islamique. Bon, alors maintenant, je vais terminer avec la situation actuelle. Sur le plan militaire, maintenant nous sommes dans un état de ni guerre ni paix. Et c'est très difficile, et c'est plus difficile actuellement à supporter, à gérer pour la population que pendant les années de guerre. Quand il y avait la guerre, les gens se disaient, ben, un beau jour, il va s'arrêter. Donc ils avaient quand même un petit espoir. Maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que la situation militaire est gelée, et les gens sont vraiment désespérés, ils ne voient pas le bout du tunnel. Alors pourquoi la situation militaire est gelée? Parce qu'on a 3 zones qui sont gelées. Alors il y a cette zone-là, le nord-est de la Syrie, qui est occupée par des milices kurdes qui ont été formées, financées et épaulées sur le terrain par les Américains et aussi par les Français. Et il y a des Américains, des soldats américains là, qui sont rentrés en Syrie sans être invités par le gouvernement légal. C'est des envahisseurs. Et moi, je reçois souvent des malades de ces petites villes d'ici qui viennent me voir à Alep. Je leur demande, est-ce que vous voyez des soldats américains? Ils me disent, mais oui, ils sont là dans nos rues, ils patrouillent. Donc on a les Kurdes et les Américains là. En janvier 2018, il y a les Turcs qui ont lancé une offensive, aussi illégalement, qui ont occupé cette partie du territoire syrien, la région de Afrin. Et puis on a cette poche, le Idlib. Alors dans Idlib, c'est une province syrienne, une des 15 provinces syriennes, où on a évacué tous les rebelles après des accords. Quand Alep a été libéré, les rebelles n'ont pas été tués, il y a eu un accord pour les évacuer vers Idlib. Quand les faubourgs de Damas ont été libérés, il y a eu des accords pour évacuer les terroristes vers Idlib. Donc c'est le foyer des terroristes à Idlib avec une population civile. Alors la situation est gelée, pourquoi? Parce qu'il faut le bon vouloir des... Il faut le bon vouloir des Américains pour qu'ils quittent ici. Il faut le bon vouloir des Turcs pour quitter cette région. L'État syrien n'a pas les moyens de mener une guerre contre la Turquie et une guerre contre les Américains. Et puis alors Idlib, à chaque fois que l'armée syrienne fait une petite avancée pour essayer de libérer Idlib, tous les médias et les gouvernements, surtout occidentaux, crient « Oh, faites attention, il y aura une crise humanitaire, il y a 2 millions de civils à Idlib, vous allez les tuer. » D'abord, il n'y a pas 2 millions. Ensuite, Idlib, ce n'est pas un quartier, un arrondissement de Paris où sont entassés 1 million de personnes qui vont recevoir des bombes. C'est une région assez vaste et puis le gouvernement syrien ne va pas aller bombarder spécifiquement les civils. Donc, on nous fait la même farce quand Alep a été libéré. Quand Alep devait être libéré, pendant 4 ans, les habitants d'Alep suppliaient le gouvernement syrien et lui disaient « Il est de votre devoir de nous libérer. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans que nous subissons les mortiers, les bombes, sans eau, sans électricité. Nous sommes des citoyens syriens, venez nous libérer. Il est de votre devoir. » Et à chaque fois que l'armée syrienne devait avancer pour libérer Alep, à chaque fois, on criait « Crise humanitaire à Alep-Est, vous allez tuer les civils, etc. » Et finalement, quand Alep a été libéré, Alep-Est est réunifié, il y a eu beaucoup moins de morts lors de la libération d'Alep que de morts tués par les rebelles de personnes qui prenaient la fuite de leur région pour venir prendre refuge se réfugier à Alep-Ouest. Donc maintenant, on nous fait la même affaire avec Idlib. Et il y a 2 ou 3 mois, l'armée syrienne quand même avait avancé de 10 km, avait repoussé de 10 km les islamistes, ce qui a fait la joie de 2 villes syriennes qui étaient à portée de fusée des islamistes de Idlib, une qui s'appelle Mhardé. Mhardé, c'est une petite ville qui est au sud de Idlib, une ville chrétienne qui a subi le martyre pendant 3 ans, tous les jours bombardée par les islamistes de Idlib. Et tous les jours, voilà, ils enterraient leurs morts. Et donc, Mhardé, à Ma'loula, voilà la fête. Eskelbiye, c'était la 2e ville qui était sous le feu des rebelles, qui ont été libérés juste parce que l'armée syrienne a poussé les islamistes à Idlib de 10 km vers le nord.
Et voilà, la population était en liesse. Pendant 3 jours, il y avait la fête dans les rues de Mhard et Eskelbiye parce qu'ils n'étaient plus soumis, sous le feu des mortiers des rebelles à Idlib. Et non seulement on crie à la crise humanitaire quand on veut libérer Idlib, mais il y a aussi parfois un cynisme et de l'hypocrisie. Moi-même, j'ai entendu et j'ai vu de mes propres yeux votre ministre, il y a 1 an, dire, votre ministre de la Défense, il faut que la situation à Idlib soit gelée. D'abord parce qu'il y aura une crise humanitaire, et ensuite parce que, entre parenthèses, il y a toujours 50 000 djihadistes étrangers qui sont là à Idlib, dont des Français. Et donc votre ministre a dit, il faut que la situation soit gelée, d'abord parce qu'il y aura une crise humanitaire, et ensuite parce qu'on ne veut pas des djihadistes français en France, parce que si Idlib est libéré, ben ces djihadistes vont prendre la fuite et vont retourner dans leur pays. Donc il vaut mieux pour la France qu'ils soient gardés là, plutôt que rentrer en France. Mais c'est la vérité, je ne vous attaque pas, mais moi-même je l'ai entendu, Jean-Yves Le Drian, le dire à la télévision il y a 1 an. Alors donc la situation actuelle sur le plan militaire est gelée. Sur le plan politique, elle est très incertaine. Les négociations à Genève n'ont abouti à rien. Il y a des pourparlers à Astana qui ont débouché sur un comité constitutionnel il y a même pas 10 jours. Tout le monde s'est mis d'accord, la Russie, l'Iran, la Syrie, la Turquie, les rebelles, le gouvernement, pour créer un comité constitutionnel pour faire une nouvelle constitution. Mais alors, ce comité est composé de 150 membres, 50 nommés par le gouvernement, 50 nommés par les rebelles et 50 nommés par l'ONU, choisis parmi les gens de la société civile. Et alors, la façon de travailler de ce comité est vraiment très absurde. Il faut, pour qu'un article soit adopté, il faut qu'il soit voté par 112 voix de 150. 112 voix, c'est-à-dire il faut presque l'unanimité. C'est-à-dire il faut tout le groupe du gouvernement, tout le groupe de la société civile et au moins 12 des rebelles ou vice-versa. Et donc ça ne marchera pas. Sur le plan médical, la situation va plus ou moins bien. Nous manquons d'équipements, nous manquons de médicaments qui sont, enfin pas les médicaments d'usage courant. On peut les fabriquer en Syrie parce qu'il y a une industrie pharmaceutique assez performante en Syrie qui continue à travailler en important les matières premières de l'Inde. Mais c'est pour soigner le mal de tête et les diarrhées et les coliques et les anti-inflammatoires, etc. Mais quand on veut traiter des cancers, quand on veut des médicaments anti-rejet, etc., il n'y en a pas, il faut les importer et on n'arrive pas à les importer. Bon, alors donc le plan médical plus ou moins bien. Et alors sur le plan économique, c'est la catastrophe. Parce que les riches Syriens ont quitté la Syrie depuis le début de la guerre, sont installés ailleurs. La classe moyenne s'est appauvrie ayant épuisé toutes ses économies. Et les pauvres sont encore beaucoup plus pauvres. On ne peut pas investir, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions à la Syrie. Ce n'est pas des sanctions ciblées. C'est des sanctions qui concernent les 23 millions de citoyens syriens. C'est des sanctions qui portent sur le commerce et sur toutes les transactions financières. Donc, bien sûr, l'Union européenne dit les équipements médicaux et les médicaments sont exemptés. Ce qui n'est pas vrai, parce que quand on fait une demande d'un équipement médical à une société suisse ou française, cette société a très souvent des filiales aux États-Unis, ils ont peur des représailles des États-Unis, ils ne vendent pas. Et quand ils acceptent de vendre, il faut bien les payer. Et quand il y a un gel des transactions financières, on ne peut pas payer. Moi-même qui ai un compte, bien sûr les banques en Syrie sont gelées, mais moi-même qui ai un compte au Liban, mon compte est gelé, je ne peux même pas envoyer un transfert, un virement de $100 à mon fils qui vit aux États-Unis. Impossible. Tout ce que je peux faire, c'est aller à la banque, retirer de l'argent en espèces, les mettre dans ma poche. C'est tout. J'avais un compte à la BNP Paribas, elle me contacte il y a 2 mois, ils me disent « Monsieur, on ne veut plus affaire avec vous. » Je suis leur client depuis 30 ans à Paris. Ils ont dit, j'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit, vous savez, la politique, les sanctions, on ne veut pas avoir affaire avec vous, veuillez fermer votre compte. Donc, ces sanctions, ce n'est pas ciblé, c'est sur tous les citoyens syriens
sont concernés. C'est une punition collective de tous les citoyens syriens et ces sanctions ne mènent à rien. Il n'y a jamais eu de sanctions qui a fait que la population a renversé son régime. Ils disent que les sanctions, c'est pour mettre la pression sur le régime pour qu'il modifie sa position. Mais c'est pas vrai, ça n'a jamais rien fait au niveau politique. Il n'y a qu'à regarder les sanctions qui ont été imposées à Cuba il y a 60 ans. Ça n'a pas renversé Castro. Et les sanctions qu'on a imposées à la Corée du Nord, ils n'ont pas renversé leur dictateur à cause des sanctions. Donc les sanctions ne font qu'appauvrir la population. Alors, bon, ça c'est les médicaments. Donc c'est une punition collective, elle ruine l'économie. Et d'ailleurs, tous les gouvernements occidentaux disent à leurs ONG, si vous avez des fonds propres, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Mais si vous devez recevoir des subventions des différents gouvernements, il est interdit de participer à des programmes de développement. Vous pouvez uniquement faire de l'humanitaire. Je pense par exemple à l'Allemagne, où toutes les ONG ont leurs fonds propres de dons, mais ont 90% de leurs fonds par le gouvernement allemand à cause des taxes payées par les Allemands, ou dans leur déclaration de taxes, ils disent que voilà, il y a un pourcentage que je voudrais qu'il aille à l'Église catholique ou à l'Église protestante, etc. Et donc, quand on demande un financement à une ONG allemande, ils nous disent, bon, pour l'humanitaire, d'accord, mais pour le développement, on ne peut rien vous donner. Donc, personne ne finance le développement. Il faut bien absolument le financer parce qu'avec cette situation économique grave, les gens qui n'ont pas de boulot, il faut quand même qu'on leur trouve du boulot, il faut quand même investir, il faut quand même leur trouver du travail. Donc c'est la population qui paye le prix des sanctions, et je m'adresse à vous, chevaliers, représentants, membres de l'Ordre de Malte, pour faire pression sur vos élus, qu'ils fassent pression sur votre gouvernement pour lever ces sanctions qui ne servent absolument à rien, sauf à appauvrir la population. Et je vais vous lire là le rapport qu'a écrit le rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales. C'est comme ça qu'on appelle les sanctions en termes diplomatiques. Donc c'est le rapport d'une commission des Nations Unies lors de sa visite à Damas en 2018. Je suis profondément préoccupé par le fait que les mesures coercitives unilatérales contribuent à aggraver les souffrances du peuple syrien. Compte tenu des souffrances économiques et humaines causées par ces mesures, il est difficile de croire qu'elles existent pour protéger les Syriens ou pour encourager la transition démocratique. Ça, c'est le rapporteur d'une commission des Nations Unies. Okay? Et là, dernièrement, il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, c'était il y a quelques jours, le cardinal Parolin, qui a parlé au nom du pape lors de l'Assemblée générale, il a dit à l'Assemblée générale, les sanctions imposées à la Syrie créent de lourds fardeaux pour la population civile et nous demandons qu'elles soient abrogées. Donc, et l'ONU et le Vatican pensent que, et nous qui subissons les sanctions, pensons que ces sanctions sont inutiles. Et moi, à chacune de mes interventions en Europe ou ailleurs, je demande toujours à mon auditoire de faire l'impossible pour essayer de lever les sanctions, surtout si on veut que les chrétiens restent en Syrie. Nous ne sommes plus que 25 000 à Alep, qu'un demi-million en Syrie, et les gens continuent à quitter la Syrie. Et si on veut qu'ils restent là, il faut leur trouver un emploi, il faut qu'ils vivent dignement. Et avec les sanctions qu'on nous impose, les gens sont tellement pauvres qu'ils disent, bon, on va aller ailleurs, on trouvera une meilleure vie. Alors, pour terminer sur une note optimiste, il y a une sœur de l'hôpital Saint-Louis qui s'appelle la sœur Arcangela, qui est italienne, qui a vécu plus longtemps en Syrie qu'en Italie. Elle est là depuis 40 ans. Pendant toute la durée de la guerre, elle a ramassé les douilles et les balles qui tombaient à l'hôpital Saint-Louis et elle en a fait des instruments de paix et d'espérance. Alors, voilà un crucifix. Ça, c'est des éclats d'obus avec lesquels elle a fait Jésus. Voilà une croix, un chapelet. Et donc, nous, en semant l'espérance, nous les Maristes Bleus, on veut vraiment être au plus proche de la population. Donc, c'est-à-dire consoler, c'est-à-dire accompagner, et c'est-à-dire rendre le sourire aux enfants. Alors,
une dernière chose pour terminer. Nos bénéficiaires ne sont pas uniquement des chrétiens. Nous avons autant de chrétiens que de musulmans. Quoique nous sommes une association chrétienne, mais nous pensons qu'il est du devoir d'un chrétien de témoigner devant sa population, pas uniquement devant les chrétiens. Et donc, nous avons un devoir de témoignage envers nos concitoyens musulmans, et donc ils forment plus de la moitié de nos bénéficiaires dans tous nos programmes, qu'ils soient des programmes de nourriture, de soins, de vêtements, de projets, etc. Et donc, je vous ai mis cette lettre-là pour voir comment les gens sont touchés. Et nous préparons comme ça l'avenir. On a toujours vécu ensemble en très bonne harmonie, mais peut-être qu'à cause de la guerre, il y a eu certaines tensions à cause de Daesh et du front Al-Nusra. Mais là, ce type-là, qui s'appelle Salah, nous a envoyé à Noël passé cette lettre-là, qu'on a traduite. J'aimerais vous exprimer ma gratitude et vous remercier pour tout ce que vous nous avez donné pendant toutes ces dernières années. Vous étiez et vous êtes toujours l'exemple de l'amitié sincère et de l'amour des autres. Vous nous avez montré et à tout le monde que vous êtes de vrais frères qui ne font pas de distinction concernant la religion et la confession. Nous sommes fiers de votre amitié et reconnaissants de vivre avec vous. Béni soit votre affiliation. Les maristes, ça se réfère à la Vierge Marie. Vous, les maristes, à Marie. Car la Vierge Marie a mis au monde le Seigneur de l'amour et de la paix, notre Seigneur Isa. Isa, c'est Jésus chez les musulmans. Paix sur lui. Si nous sommes fiers d'avoir fait partie de cette fraternité mariste ces dernières années, nous voulons rester, si Dieu veut, vos frères maristes musulmans. Nous voulons rester vos frères maristes musulmans. Mes chers frères les maristes, chaque tragédie a deux faces. La face sombre de la tragédie syrienne était la guerre, les souffrances et la tristesse, mais la face lumineuse, c'était vous. Vous tous, sans exception, votre comportement, votre compassion et votre sourire nous ont rendu l'espoir et ont amené la joie à nos enfants. Et pour terminer, si, comme d'habitude, avec votre modestie, vous dites que toute l'aide fournie et distribuée ne provient pas de chez vous, je vous répondrai quand même que l'amour, c'est vous, le sourire, c'est vous, les bonnes manières, c'est vous, le respect des autres, c'est vous. Vous avez distribué l'aide fournie partiellement par d'autres de la meilleure manière. Vous nous avez appris une merveilleuse leçon que le don se fait avec le sourire et le respect de l'autre. Donc voilà, je termine en vous disant que le cofondateur des Maristes Bleus et moi, pendant les années de guerre, nous écrivions des lettres adressées à nos amis en Occident. On écrivait une lettre chaque 2-3 mois, ça s'appelait les lettres d'Alep, numéro 1, numéro 2. Et donc, dans ces lettres-là, nous décrivons la situation en Syrie, la situation à Alep, et aussi notre réponse en tant qu'organisation chrétienne à la souffrance des gens. Et donc, fin 2017, nous avons décidé de les colliger, toutes ces lettres-là, et de les publier dans un livre qui s'appelle « Les lettres d'Alep », publié chez l'Harmattan à Paris. Alors, si vous voulez connaître un peu la vraie situation en Syrie et ce que nous avons fait comme organisation chrétienne en réponse à la souffrance des gens, procurez-vous ce livre, je vous le conseille, même si c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense que ça donne un éclairage très bon sur la situation. Je vous remercie pour votre attention.